Du 27 juillet au 1er août, venez au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay. Une foule de découvertes vous attend. Alors, bonjour tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, bonjour. Et, je suis Jean-Paul Keinec j'espère que la connexion va rester à peu près stable. Je vous parle depuis un petit coin perdu au centre de la France, dans la Corrèze. Mais je tenais à être là parce que le FIAMS nous a permis aujourd'hui d'organiser un panel théâtre jeunesse avec des personnalités formidables. Donc, je veux remercier chaleureusement les organisateurs du FIAMS, notamment Dany Lefrançois et Benoît Lagrandeur, de nous accueillir aujourd'hui. Aussi remercier Eric qui a beaucoup fait pour que cette table et cette conférence soient possibles, et toutes les personnes derrière la technique. Je sais que ce n'est pas facile d'organiser des événements numériques comme cela. Donc, merci beaucoup. Et je vois que le festival, même de loin, est très dynamique. Et j'en suis très, très heureux qu'on se sorte de cette période un peu sombre. Alors, merci aussi aux participants. Je vais les présenter les uns après les autres. Mais avant de présenter ces participants chaleureusement, les remercier vivement de leur présence, je voudrais juste vous dire ce qui a motivé l'organisation de cette rencontre. Donc, moi, je suis prof à l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC. Et je suis prof de théâtre, et récemment, on a mis en place avec Dario Larouche et Sophie Toris un nouveau programme, un programme court de second cycle, donc à partir de la maîtrise sur le théâtre jeunesse. C'est un programme qui se divise en 4 cours, qui est essentiellement consacré à la pratique artistique du théâtre jeunesse. Donc, on lance ce programme-là, et à l'occasion de cet événement-là, il me semblait important d'être avec vous, là, au FIAMS, même si le FIAMS s'ouvre au-delà du théâtre jeunesse. Et puis, de toute façon, le théâtre jeunesse n'est pas uniquement aux jeunes, mais Suzanne va nous le dire et nous le répéter à bon escient.
Donc, voilà, donc c'est à l'occasion de cette ouverture de programme qu'on a organisé cette table, cette rencontre qui va se diviser en deux temps. D'une part, la conférence de Madame Suzanne Lebeau, enfin plutôt une communication, et ensuite une table ronde avec 4 invités que je présenterai à la suite de la communication de Suzanne. Donc, si tout va bien, parce que l'objet, ce n'est pas de m'écouter moi, mais bien l'été, j'enchaînerai avec la présentation de Suzanne. Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce pour dire que tout va bien? Ok, merci. Donc, je vais présenter Suzanne au milieu des autres invités. Donc, Suzanne Lebeau, après avoir fondé la compagnie du théâtre Le Carrousel avec Gervais Gaudreau en 1975, Suzanne, d'abord comédienne, délaisse peu à peu l'interprétation pour se consacrer à l'écriture, et un tracteur passe. Elle a signé plus de 35 pièces de son cru, quelques adaptations et traductions. Reconnue sur le plan international comme chef de file de la dramaturgie pour jeune public, elle compte parmi les auteurs québécois les plus joués dans le monde, avec plus de 200 productions sur 4 continents. Traduit en 33 langues, ces textes lui ont valu de remporter prix et distinctions, nommé chevalier de l'Ordre de la Pléiade en 1998, de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française en 2018. Elle est aussi nommée compagne de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec en 2019. En 2010, elle a reçu le prix Athanase David, la plus prestigieuse récompense de carrière remise à un écrivain québécois. Et en 2016, le prix du gouverneur général pour les arts du spectacle, prix de la réalisation artistique catégorie théâtre. On peut aussi dire que Suzanne a écrit une thèse très importante pour nous, qui nous a beaucoup dynamisé dans notre life, une thèse qui s'intitule « Écrire pour le jeune public, de la responsabilité de dire le monde à la liberté partagée de voir le monde ». Alors, je sais que Suzanne, cette thèse a été en partie publiée, mais je ne retrouve pas le nom d'éditeur. Dramaturge éditeur, publié au Québec par Dramaturge éditeur. Dramaturge. Donc, écoute, Suzanne, puisque tu as commencé à parler, oui. Je vais te céder la parole. Comme tes belles pensées sur la situation de ce théâtre, de revendiquer que ce théâtre pour le jeune public est un théâtre très dynamique, en plein essor, qui se réinvente, très contemporain, et aussi bien dans ses thématiques, dans ses outils, que dans son approche auprès des spectateurs. Et donc, c'est là-dessus essentiellement, et dans ses formations aussi, évidemment, c'est là-dessus essentiellement que je vous ai tous demandé de venir témoigner. Donc, sur l'état que je dirais plutôt plein d'élan de cette pratique du théâtre jeunesse, par les jeunes ou pour les jeunes. Je te cède la parole, Suzanne. Merci. Écoutez, je remercie le FIAM, bien sûr, et l'Université du Québec à Chicoutimi. Et j'enchaîne tout de suite à partir des derniers mots que tu avais dit. Écrire du théâtre pour le jeune public, c'est d'abord et avant tout une conquête de la liberté. Je vais essayer très rapidement, parce que 20 minutes, c'est quand même très court. Je vais essayer rapidement d'arriver à cette conclusion, mais je vais commencer par parler d'écrire du théâtre pour les jeunes publics. Dans ce titre, pour moi, il y a 3 mots très importants et 3 concepts. Et chacun mérite qu'on s'y attarde et qu'on réfléchisse à des définitions qui sont non seulement personnelles et qui seront toujours personnelles puisqu'il s'agit d'art, mais qui devraient aussi essayer tendre à l'universel. Ces 3 définitions ont des implications très directes sur notre manière de penser et de faire le théâtre jeune public. Écrire. Écrire, c'est d'abord une activité extrêmement intime qui demande une conviction intérieure à tout casser. Et ça, je peux vous le dire. Il faut absolument être
convaincu, et vraiment convaincu, puisqu'il s'agit avant tout d'un acte d'expression, d'un acte de communication, aussitôt qu'on veut dépasser le simple divertissement ou ce qui arrive aussi terriblement fréquemment avec les enfants, la relation didactique, c'est-à-dire d'enseigner quelque chose aux enfants. Donc, le premier terme, écrire, est un acte intime. Le théâtre, écrire du théâtre, de tous les arts, le théâtre est celui qui ressemble le plus à la vie. Et cet art-là fait appel à tous les langages, la parole, le mouvement, la lumière, l'espace, l'environnement. C'est vraiment cette forme d'art, elle est très particulière. Elle ne peut pas se faire de l'intimité à l'intimité. Elle passe toujours par le collectif. De l'auteur, qui est dans l'intimité la plus grande, à la scène, il y a déjà un passage au collectif, et le théâtre ne se réalise vraiment que dans la rencontre avec le public, qui est vraiment la rencontre de deux collectifs. La relation théâtrale, comme toute relation artistique, suppose entre les deux parties de la relation, le spectacle, le spectateur, le livre, le lecteur, ça suppose une relation de choix et de liberté. Le spectateur, le lecteur, met toujours entre parenthèses sa liberté, le temps d'entendre, d'écouter ou de lire l'auteur qui parle, et il reprend sa liberté absolument intacte à la fin de la rencontre artistique, pour apprécier ce qu'il a vu, pour juger ce qu'il a vu, pour critiquer ce qu'il a vu et même pour se souvenir de ce qu'il a vu. Pour les jeunes publics, ça, c'est le troisième terme et le plus important, je vous dirais, puisque c'est celui qui nous concerne ici aujourd'hui. Pour les jeunes publics, il est question des enfants. C'est un public qui est non seulement spécifique, mais qui est un public captif. C'est deux données qui implique une posture philosophique d'inégalité qui n'est pas et qui ne sera jamais la relation privilégiée à établir dans la relation artistique. Et ça induit donc de très sérieux compromis qu'il faut tenter par tous les moyens de réduire le plus possible. Créer pour le spectateur, dont on se fait une représentation très précise, est déjà une situation de compromis pour le créateur. Et ne pas choisir l'objet artistique est une situation de compromis pour le spectateur. Comment donc trouver ce que j'appelle, et ça a été la grande question que je me suis posée pendant plus de 45 ans, comment trouver la liberté du geste créateur dans une situation d'inégalité qui ne permet pas au spectateur une relation librement choisie et au créateur une relation d'égal à égal. Sans oublier que le spectateur est aussi captif. Et je peux vous dire qu'entre un enfant de 2 ans et un enfant de 12 ans, c'est le jour et la nuit. Et il y a beaucoup plus de différence qu'entre l'enfant de 12 ans et l'adulte, bien sûr. La question a été au cœur de mon écriture, m'obligeant à m'intéresser au spectateur captif et à définir ce que moi, comme être humain, comme femme, comme citoyenne, mais surtout comme auteur, ce que moi, j'attendais du théâtre et le théâtre que je voulais offrir aux enfants. Cette question m'a aussi amené à prendre conscience de la relation entre l'art et celui qui fréquente l'art. Elle s'est posée de manière très différente selon les textes et les projets. On pourra en reparler peut-être un petit peu plus tantôt durant la période des questions, parce que si je commence à tout énumérer, j'en finirai pas. Mais mon devoir d'auteur durant ces 45 ans a donc été sans cesse de définir et de raffiner mes définitions de l'enfance, mes définitions du théâtre et mes définitions de la relation entre théâtre et spectateur. Je commencerai donc avec vous, ici présents, par questionner la représentation que nous avons des enfants, parce que nous faisons une représentation des enfants. Et Sartre a bien écrit, hein, oui, il l'a écrit, et moi je vous le dis, on écrit toujours pour quelqu'un. C'est impossible d'écrire
On écrit pour quelqu'un, c'est évident. Pourquoi? Pourquoi, et ça c'est très important de se poser toutes ces questions, pourquoi l'enfance est-elle d'abord vue comme un passage? Tout le temps. Enfance, le terme vient du latin infans et ça signifie celui qui ne parle pas. C'est un raccourci sémantique qui a très, très rapidement changé la donne, celui qui ne parle pas en celui qui n'a pas le droit de parler. Bien sûr, pour les adultes, l'enfance est toujours une étape. C'est toujours un passage et les enfants sont traités le plus souvent comme des êtres humains en devenir. Or, l'enfant n'est jamais en devenir, il est. L'enfant est absent de l'histoire de l'homme, absent de l'histoire des quêtes, des conquêtes, des luttes de l'homme, complètement absent. L'enfant n'a jamais fait partie d'aucun livre d'histoire. Ça a commencé il y a à peu près une 50aine d'années avec le premier livre qui est paru sur la vie de l'enfant, qui s'appelle L'enfant et la vie quotidienne sous l'Ancien Régime, qui est le livre de Philippe Ariès, qui est la première histoire de l'enfance publiée en 1960. Cette dichotomie entre le regard que les adultes portent sur les enfants et ce que vit l'enfant est d'autant plus forte que nous le savons tous, les enfants habitent le présent d'une manière absolue et définitive. Moi, je regarde des fois un enfant jouer dans une flaque d'eau pendant une demi-heure. Il est d'une telle concentration et d'une telle attention, c'est impressionnant. Pourquoi l'enfance vue comme un passage? Deuxième point très important, l'enfance vue comme un lieu d'apprentissage, apprendre à devenir un adulte. Non, mais franchement, excusez-moi, qu'est-ce qu'on peut montrer aux enfants? Oui, l'enfance est un lieu d'apprentissage parce que l'enfant apprend tout le temps. Je regarde mon petit-fils, j'ai un petit-fils qui a 3 mois et tous les jours, il apprend quelque chose. C'est fabuleux. Il apprend, c'est naturel et évident. Mais il apprend tout le temps sans l'aide des adultes. On n'y est pour rien. Il apprend en jouant, il apprend en imitant, en devinant, en caricaturant. Il apprend par mimétisme, il apprend du matin au soir, il apprend tous les jours. Et c'est une capacité que l'on perd en vieillissant. Et c'est vraiment triste. Dès que l'adulte entre en relation avec l'enfant, la relation d'apprentissage devient une relation à sens unique où l'adulte est celui qui sait et l'adulte et l'enfant, celui qui apprend. C'est une relation de soumission didactique. Il y a Gérard Mandel, qui est un psychosocio-analyste que je vous conseille, qui a une très, très belle manière de définir les relations qui devraient exister entre l'enfant et l'adulte. Il dit toujours, pourquoi devrions-nous tuer l'enfant, nous, pour devenir un adulte? Il parle dans son livre qui est pour décoloniser l'enfant. Il parle d'une relation d'influencement réciproque. Je trouve ça tellement magnifique, où adultes et enfants chemineraient ensemble le temps de la vie, s'enrichissant l'un et l'autre de regards différents sur le monde. La tentation d'enseigner aux enfants, elle est toujours présente et elle est toujours très grande. Il faut en être conscient. Et dans la relation artistique avec les enfants, il faut essayer absolument de l'éviter. Et le troisième point qui fait qu'on porte sur l'enfance un regard tellement particulier, c'est sa supposée fragilité. L'état de dépendance de l'enfant dans lequel il naît a une conséquence qui est vraiment extrêmement importante. On considère le nouveau-né comme un être fragile qui doit être protégé physiquement et moralement. Cette relation de dépendance, protection, se change très, très vite en relation d'autorité où l'adulte, toujours, est celui qui décide et l'enfant qui obéit, bien sûr. La condition de l'enfant contemporain, et là, je vous conseille un pédagogue qui est absolument fabuleux, qui a beaucoup réfléchi sur la question, c'est Philippe Mérieux. Il a vraiment réfléchi énormément à la condition de l'enfant contemporaine. Il le dit dans un texte formidable. Elle est étrange et contradictoire. D'une part, on lui évite tous les efforts. Moi, je regarde les traverses de rue à côté des écoles à Montréal et je me dis,
À 20 ans, il n'y a pas un enfant qui va être capable de traverser la rue tout seul. C'est pas possible. Je veux dire, il y a des poteaux partout, il y a des brigadiers scolaires, il y a des... C'est complètement débile. Et en même temps, je veux dire, il est exposé à la violence comme jamais auparavant. Absolument. Les films qu'il regarde, les jeux qu'il consomme, les jeux que le commerce impose sont des jeux qui sont violents. Les images, les couleurs, le mouvement, la musique toujours trop forte. Pourquoi il y a toujours de la musique dans les centres d'achat? Expliquez-moi. Une musique insignifiante qui nous tue, qui tue notre imaginaire. Et l'enfant doit grandir dans cet univers en voyant les gros titres des journaux. Un enfant attaché, l'alerte Amber qui sonne sur son petit téléphone. Il y a 10 ans, il ne sait même pas c'est quoi l'alerte Amber. Il voit un enfant a été enlevé. Ça y est. Bon. L'enfant doit donc grandir entre la pensée magique, c'est le fameux pouvoir illimité de la télécommande, parce qu'avec ça, tu peux faire ce que tu veux, et son impuissance, parce qu'il a une impuissance fondamentale, encore plus grande que la nôtre, parce que très souvent, il n'a même pas les mots pour la nommer, cette violence, devant la violence du monde qui lui est donnée tous les matins avec son verre de jus. Ça, c'est une figure de style, petite image. Quatrième point, je veux dire, de notre manière de considérer l'enfance, l'incompétence. Les enfants sont incompétents. L'incompétence supposée des enfants face à la compréhension et au défi des situations complexes. Et ça, je peux vous dire qu'en 45 ans, les enfants m'ont démontré leur compétence à toujours saisir les vrais enjeux des situations. Et même s'ils ne saisissent ni les mots, ni la précision des situations. Si le développement cognitif, émotionnel, social des enfants suit des courbes, ça suit vraiment des courbes, bien sûr, que la psychologie contemporaine nous permet de bien comprendre, l'intelligence symbolique est étale de la naissance à la mort, dit Françoise Dolto, qui dit « Nous avons un mythe de la progression du fœtus, de la naissance à l'âge adulte, qui fait que nous identifions l'évolution du corps à celle de l'intelligence, alors que l'intelligence symbolique, elle est complètement présente de la naissance à la mort. J'ai appris des enfants qu'ils devinent. Ils devinent tout bien longtemps avant de savoir. Et il y a quelqu'un qui disait, et c'est tellement beau cette image, derrière toute porte cachée, il y a un enfant qui écoute. Cinquième point de notre représentation des enfants, c'est les conditions de vie des enfants dans le monde. Qui sont-ils, ces enfants qui remplissent les salles? Et ces enfants dont nous espérons bien sûr contrôler ou nourrir l'imaginaire. Ce sont des êtres humains en perpétuelle révolution, biologique, émotionnelle, intellectuelle. Ils sont en train de former leur sens critique, leur façon d'être au monde et en eux-mêmes, leur façon de comprendre et de s'adapter aux mécanismes sociaux qu'ils reproduisent parfois sans le savoir et qu'ils doivent apprendre absolument à décortiquer, à comprendre, à critiquer, s'ils veulent pouvoir aussi se comporter différemment ou s'intégrer. Ils sont aussi tous différents les uns des autres, par leur naissance, par leur expérience, par leur connaissance et leur environnement. On dit très bien que si un enfant de 2 ans est très différent d'un enfant de 12 ans, 2 enfants de 2 ans sont aussi très différents l'un de l'autre. Alors, moi, je me demande toujours, pourquoi avons-nous, chaque fois qu'il s'agit des enfants, la tentation de large consensus, de vérités qui sont bonnes à dire pour tous? Pourquoi cette tentation d'amusement obligatoire? Moi, ce que j'appelle, c'est encore une manière de le dire qui ressemble à Kundera, l'insupportable et trompeuse légèreté de l'enfance. Pourquoi cette tentation? Et j'arrive maintenant au deuxième mot terriblement important, qui est le théâtre. Ça va? Oui. Bon, d'accord. Le théâtre est l'art qui ressemble le plus à la vie. On en a déjà parlé. Il m'enjeu la parole humaine. Il met le corps en mouvement, l'espace comme toile de fond. N'oubliez pas qu'il met aussi le jeu. Et ce qui est très étonnant, c'est que le jeu, pour l'acteur, est
aussi sérieux que le jeu est sérieux pour l'enfant. L'enfant apprend tellement par le jeu, et le jeu est une exploration du monde sensible. C'est fabuleux. Et comme la vie, le théâtre est éphémère, insaisissable, il est intime et il est social. Deuxième chose, le théâtre est aussi, comme dans l'enfance, un passage, comme nous on voit l'enfant. Mais pour l'enfant, non. L'enfant, ce n'est pas un passage. Le théâtre est un passage. Le théâtre est un moment, toujours, entre deux états. Je me suis posé beaucoup de questions sur le théâtre, me disant toujours, quel théâtre je veux, moi? Quel théâtre j'aime? C'est donc, si c'est un moment entre deux états, c'est un moment de crise, c'est un moment de quête, c'est un moment de changement. Le personnage ou les personnages, au début et à la fin, normalement, doivent être différents. Ils ont appris quelque chose de crucial pour la suite des choses sur eux-mêmes, sur les autres, bien sûr, et probablement sur le monde dans lequel ils vivent. Le théâtre est donc toujours plus intéressant, plus riche et plus vibrant quand il présente les excès, les contradictions, les déchirements des personnages qui sont pris dans des choix éthiques, parfois insolubles, en fait le plus souvent insolubles. Un choix éthique, c'est difficile de répondre oui ou non, hein, ou blanc ou noir. Avons-nous le droit de présenter aux enfants des excès et des conflits éthiques non résolus? Ça a été une question qui m'a poursuivie pendant 45 ans. Le théâtre est un art public. Il n'existe que le temps de la rencontre, ce qui le rend fragile et dangereux. Et là, on arrive vraiment à nos préoccupations de créateurs, nos préoccupations quotidiennes de créateurs. Le théâtre est dangereux parce que les enfants et les adultes découvrent le spectacle au même moment, sans aucune échappatoire possible. Les enfants et les adultes sont ensemble dans le noir. La censure vient donc très largement en amont. Les adultes, refusant de montrer certaines réalités aux enfants ou désirant tout simplement les protéger. Subtile ou perverse, cette censure s'exprime de toutes les manières et elle fait naître chez les créateurs une puissante autocensure avec laquelle il faut lutter sans cesse. Et c'est très difficile. Fragile. Fragile parce que le théâtre, bien sûr, dépend toujours du contexte. Pourquoi un jour, dit-on, ce spectacle était merveilleux et le public était merveilleux et le lendemain, on dit, mon Dieu, que le spectacle est mauvais, mais que le public était bon. Et un autre jour, le spectacle était si bon, mais le public si mauvais. Il est sensible aux conditions de la représentation. Il est sensible à la lumière, à l'humeur du jour, à la neige qui tombe dehors. Une salle complète peut être perturbée par l'intervention d'un seul spectateur. Le théâtre. Le théâtre que je revendique, moi, c'est le droit de donner ce que j'appelle un simple point de vue. Jean-Pierre Sarrazek a écrit un livre pour enfants que moi j'aime beaucoup. C'est une introduction au théâtre et il a appelé ce livre « Je vais au théâtre voir le monde ». Et je me dis, pourquoi allons-nous au théâtre? Justement, c'est pour voir le monde. Mais quel est-il, ce monde qu'on donne à voir aux enfants? Anne Bersfeld, qui dit une chose que j'aime beaucoup aussi, qui est terriblement juste et qui est d'autant plus vrai quand il s'agit des publics d'enfants, elle dit, la scène dit toujours, non pas comment est le monde, bien sûr que ce n'est pas possible, hein? Mais comment est le monde qu'elle montre. Et c'est là que je revendique le droit au point de vue. Et la représentation peut être construite pour éviter au spectateur cette peine ou pour l'empêcher de faire cette relation au monde. Tel est le théâtre de boulevard ou de divertissement, qui n'est pas montrer le monde, qui est un simple divertissement dans l'espace. Enfin, pour moi, puis ça me concerne moi directement, pour moi, le théâtre est l'art de l'évocation et de l'ellipse. Est-ce que c'est nécessaire de tout montrer pour s'assurer que les enfants ont compris?
un jour, je pourrais vous raconter ma réaction à la scénographie, le projet de scénographie que Gervais m'avait présenté de Logrelet et tout ce que les enfants m'ont appris sur leur compréhension, c'est fabuleux. Qu'est-ce que la compréhension quand il est question d'art? Est-ce que c'est la capacité de raconter une trame narrative? Je pense à Une entre deux maisons. Les enfants de 3 ans étaient absolument incapables de dire ce qui s'était produit. Par contre, dans leur dessin, de manière absolument superposée, il y avait tous les éléments de la représentation. Donc, ils avaient déjà fait les liens. Or, le vide de la scène, dans Trois petites sœurs, il n'y a rien sur scène. Rien, rien, rien. Il y a les 5 personnages et une corde à sauter, une corde à danser, rouge. Rien d'autre. Et il y a un spectateur de 9 ans, 10 ans peut-être, qui a dit « Le vide sur la scène, c'est pour nous permettre d'imaginer le vide que va causer la mort de la petite Alice. » J'ai travaillé beaucoup, bien sûr, sur la compréhension de ce spectacle-là parce qu'il était au cœur de mon projet doctoral, de mon étude doctorale. Ce que j'ai entendu des enfants, c'est fabuleux. Enfin, un 6e point pour moi qui est absolument inévitable, le théâtre doit nous donner du travail, ce que j'appelle le travail du spectateur. Encore une fois, ça vient un peu d'Anne Hubersfeld, mais c'est beaucoup l'école de Constance et Joss qui a parlé de ça. Le spectateur doit absolument partir avec des traces qui vont l'habiter pendant longtemps et qui vont lui permettre de réfléchir et de revoir, revisiter, revivre le spectacle et se l'approprier à travers sa propre génétique et à travers sa propre expérience du réel. Maintenant, écrire du théâtre pour enfants, et j'arrive au dernier point qui réunit tous ces mots épars. Écrire du théâtre, c'est une conquête de la liberté. Oui. Et ces 3 concepts qui m'ont permis de comprendre, dans ma recherche doctorale, comment j'avais travaillé pour conquérir tous les jours, pour lutter. Est-ce que je la conquérais? Ça, on ne le sait jamais. Mais comment je luttais pour me donner la liberté de dire le monde et pour donner aux enfants la liberté de voir le monde ou de voir un point de vue du monde qui était le mien. L'autorité. L'autorité décrit le contexte dans lequel j'ai écrit. Moi, j'écrivais dans une position de double autorité. J'étais auteur, donc j'avais la parole. Et j'écrivais aussi comme adulte devant les enfants. Et c'est très malaisant. Écrire devant les enfants, écrire pour les enfants comme adulte, c'est insupportable parce que les adultes me confiaient à moi le devoir de décrire le monde qu'ils me permettaient de donner, de voir aux enfants. Le 2e concept avec lequel j'ai travaillé pendant ces 45 ans-là décrit la posture que j'ai choisie pour me situer du côté des enfants. J'ai décidé d'adopter le regard des enfants sur le monde et d'oublier mon propre point de vue. L'empathie, le concept d'empathie est fabuleux. Puis ce concept-là a été développé à la fois par la philosophie et par les neurosciences. C'est comment je peux adopter le flux émotif, le regard, la position de l'autre dans l'espace pour voir ce qui se passe autour de lui sans jamais perdre de vue mon propre point de vue. J'avais mon propre point de vue. Et le 3e concept, c'est qu'après avoir été écouter les enfants pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, je suis même restée 1 année pendant toute l'année scolaire, 9 mois, 10 mois avec les enfants pour travailler sur le texte Les petits pouvoirs, comment récupérer ma liberté d'auteur. Parce que je dois écrire selon qui je suis, avec ma plume, avec mes mots, avec ma nécessité, mon urgence d'écrire. C'était la métaphore. Et la métaphore, c'est vraiment... la métaphore est décrite d'Aristote à Ricoeur comme un principe actif et réconciliateur. Elle a été très, très, très efficace pour moi. C'était un agent
qui me permettait de mettre tous les doutes, toutes les questions, tous les commentaires des enfants et tous mes doutes, mes interrogations, mes propres commentaires à moi, de les mettre dans un récit. Un simple récit, comme Le Grelet ou Le bruit des eaux qui craquent, une histoire qui faisait taire tous mes doutes et qui me permettait d'écrire du début jusqu'à la fin sans jamais oublier les points de vue des enfants que j'avais digérés, comme on digère de la nourriture. La métaphore fondatrice créait toujours un sens neuf. Elle réconciliait les points de vue et qui, loin de s'annihiler, se nourrissaient l'un l'autre. Elle multipliait les manières inédites de sentir, de penser, de voir le monde et me donnait la liberté de revenir à l'écriture comme je voulais le faire, me donnant à moi-même de très nombreuses pistes et donnant du même coup de très nombreuses pistes aux spectateurs pour comprendre ou pour sortir du spectacle avec sa propre compréhension. En guise de conclusion, écrire du théâtre pour enfants demeure une perpétuelle quête de liberté. Et ça, je vous le dis, il faut qu'on soit en perpétuelle recherche et en perpétuelle quête, puisque la représentation des enfants donnée conditionne l'art que les artistes sont autorisés à leur offrir. C'est pas compliqué. La liberté dont l'auteur a besoin pour dire le monde est toujours proportionnelle à la liberté qu'une société donne à ses enfants de voir le monde. La réalité, la friction entre ces deux réalités ne se taira jamais. Elle est inévitable, mais ça peut servir de tremplin. Voilà. Alors, passons donc aux questions. On a le goût d'applaudir. Merci beaucoup. Oui. Non, faites ce que vous voulez, mais c'est pas nécessaire. En tout cas, c'est pas nécessaire. Je préférerais des questions immédiatement. Oui. Moi, je voudrais bien laisser la parole peut-être aux personnes qui t'entourent. Moi, j'ai des questions, évidemment, mais peut-être que les gens très, très proches, physiquement proches, ont le privilège, je leur donnerai le privilège de te questionner. Sinon, je veux bien te poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui aimerait poser une question à Suzanne tout de suite? J'en aurais 1000. Alors, écoute, Vas-y, Jean-Paul. peut-être que... On ira prendre un café. Bon, moi, j'en ai une, évidemment. Peut-être je vais briser la glace, là, et puis ça va permettre d'autres questions. Quand tu dis la liberté pour dire le monde, et quand tu dis que l'enfant est, c'est-à-dire finalement de ce monde, qu'en est-il, je dirais, de ce monde? C'est-à-dire comment le théâtre jeunesse peut, et puis tu le fais depuis très longtemps, Suzanne, donner quand même accès à ce monde du présent. Évidemment, moi j'ai été, comme de nombreux spectateurs et lecteurs, bouleversés par Le bruit des eaux qui craquent, où on avait une réalité d'une culture et de société terrible qui nous était transmise. Et je trouvais que là, l'auteur de théâtre jeunesse permettait à l'enfant de contacter un monde présent, pas forcément rigolo, mais quand même, ce rapport au présent était là donné de manière très, je dirais, courageuse et en même poétique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce théâtre jeunesse est davantage attiré vers le présent de son monde, aussi bien sur le plan de ses thématiques que sur les plans de ses esthétiques, voire même, Suzanne, je ne connais pas du tout ton avis là-dessus, mais de ces nouveaux langages techniques, technologiques qui sont les siens de ce monde présent. Oh, c'est une question qui est tellement large, pour laquelle, tu sais, je n'ai pas plus de
de compétences pour répondre que n'importe qui autour de la table. Hein. Parce que du théâtre pour enfants, bon, j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu énormément, mais je te dirais que depuis 1 an et demi, je n'ai rien vu, comme tout le monde. Et je me sens même déconnectée. C'est terrible à dire. Hein. Je sais qu'il y a eu une explosion de toutes les nouvelles technologies dans ce que j'appelle la réalité du théâtre, de tous les théâtres, pour adultes, pour enfants, dans la réalité du théâtre, dans notre vie de créateurs de théâtre. Les nouvelles technologies ont déboulé, mais moi, je vais te dire que c'est pas par hasard que je suis ici. Je suis venue de Montréal parce que j'avais besoin d'être avec des êtres humains. Le théâtre que j'ai vu à travers les écrans, ça ne me satisfaisait pas du tout. Ça me rendait malade. Et je te dirais que l'exploration des nouvelles technologies, peut-être qu'elle est elle est nécessaire, peut-être qu'elle est importante. C'est pas le théâtre que j'aime. Je suis très mal placée pour en parler. Peut-être que quelqu'un d'autre veut en parler. Mais est-ce que le théâtre que je vois, que j'ai vu, c'est très difficile hein, parce qu'il faut généraliser. Il y a encore toutes les tendances à offrir ce qu'on appelle les 2 voies traditionnelles pour s'adresser aux enfants, c'est-à-dire la fantaisie, et la fantaisie à la Walt Disney, une fantaisie absolument stérile, déconnectée, et il y a l'autre voie, qui était une voie traditionnelle aussi, c'était d'aller enseigner quelque chose aux enfants. Nous étions là, nous les adultes, et moi, je sais que j'ai commencé à écrire comme ça. Et c'est ce que je disais à Dario au début. Je dis, mais je te ferai lire les textes que j'écrivais en 1975, et ce ne sont pas les textes que j'écris maintenant. Et si j'écris ce que j'écris maintenant, c'est parce que les enfants m'ont accompagné du début à la fin de mon écriture. Et c'est ça le fameux complexe. Oui, le fameux concept d'empathie. Mais je pourrais peut-être raconter, je vais essayer de le faire très brièvement, comment j'ai pu écrire Le bruit des eaux qui craquent. C'est la comptable au théâtre qui me donne une vidéo qu'elle avait enregistrée de Télé-Québec, qui était un documentaire australien sur la réalité d'enfants soldats dans 5 pays différents. J'ai regardé cette vidéo pendant 2 ans et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Je ne pouvais pas croire que des enfants vivaient des situations aussi intolérables, aussi insupportables. Et je me disais, non, je ne peux pas écrire là-dessus. Et le sujet ne partait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai décidé de prendre la fameuse cassette et j'ai pris des classes d'enfants pour lesquels j'aime beaucoup écrire, de 9 à 13 ans, et j'ai dit, je vais aller leur présenter cette cassette et je vais leur poser une question. J'avais un questionnaire de 6-7 pages, 9,5 par 14, 8,5 par 14, de questions sur toute la réalité des enfants dans différents pays. Et je dis, je m'en vais... J'écris aux enseignants, j'écris aux parents pour leur dire ce que j'allais faire, tout. J'arrive dans les classes d'enfants de 4e, 5e, 6e année, 9 ans à 12 ans. J'ai dit, je vais faire avec vous une expérience. Je vais vous présenter une réalité extrêmement douloureuse, extrêmement cruelle. Moi, je déteste voir ce film, mais ça existe. Je vous le fais voir et après, on va en discuter. Je leur fais voir le film, puis je voyais très bien les réactions des enfants pendant le film. Il y a une scène, les enfants se bouchaient les yeux, c'était épouvantable. Et après, je leur pose une seule question pour enclencher la discussion. Et j'ai fait cette expérience dans 13 groupes d'enfants. Je leur ai demandé, est-ce que nous, les adultes, on a le droit de vous parler de ces réalités? Dans les 13 groupes d'enfants, ils m'ont dit, non seulement vous avez le droit, mais vous avez le devoir. Pourquoi on ne saurait pas, nous? Ils me demandaient à quel âge on aurait le droit de savoir. C'est quoi l'âge pour savoir que des enfants vivent ça? Alors voilà.
Donc, la réalité, c'est tout. La réalité, c'est bien sûr la poésie, je veux dire, devant un coucher de soleil, et je peux choisir de parler de ça. La réalité, c'est celle des enfants soldats. Mais moi, je me dis, il faut que chaque créateur soit assez courageux pour parler de ce qui, lui, le provoque, le séduit, le bouleverse, l'anime, le nourrit. C'est ça qui est important. Et à ce moment-là, il va y avoir une vraie création qui va parler de la vie et qui ne va pas être seulement, je veux dire, du mouvement ou de la lumière ou de l'animation. C'est pas nécessaire de toujours parler de la réalité des enfants soldats, ça, évidemment. Bien sûr que j'en écrirai jamais un autre. Jamais. Je veux dire, moi, quand j'ai terminé de l'écrire, j'avais l'impression de relever d'une longue maladie. J'ai pas bien répondu, hein? Mais tu as très bien répondu à ma question, Suzanne. Ma question ne portait pas sur ton opinion sur les nouvelles technologies, mais je voulais t'entendre parce que, en abordant la question politique presque des enfants soldats, ce que je voulais dire, c'est que le théâtre jeunesse est préoccupé par son époque contemporaine. Je le trouve de plus en plus. Alors, oui, dans cette époque contemporaine, il y a ces thématiques que toi, tu nous donnes à partager, mais il y a aussi dans cette époque contemporaine de nouveaux outils qui sont les nouvelles technologies, que ça nous plaise ou pas, Mais là aussi, je voudrais t'entendre, c'est quand on donne forme à tes textes aujourd'hui, me semble, et puis je crois que Hervé a fait un travail exceptionnel là-dessus, pareil, qu'on parle autrement aujourd'hui aux enfants. Et tu le dis souvent, le théâtre que vous faites, c'est pas peut parler aux adultes tout autant. Et est-ce qu'il y a eu pour toi une vraie évolution dans cette manière de captiver l'enfant sur le plan esthétique, sur le plan de la relation entre l'artiste et l'enfant? Bon, tu parles de tous ces ateliers que tu mènes de longue haleine, mais aussi au moment où les choses se représentent. Aujourd'hui, est-ce qu'il te semble que l'enfant est mis à une autre place, une place qui a évolué? Pas toujours. Pas toujours. Je trouve qu'on a encore très souvent, et je peux t'avouer que c'est une tentation que même moi, j'ai eue et que j'ai encore parfois, on a la tentation d'expliquer aux enfants. Et je vais vous donner l'exemple de la scénographie de Le Grelet. C'est fabuleux parce que c'est vrai, j'ai appris beaucoup des enfants. J'ai appris énormément des enfants. J'ai appris énormément aussi de mon complice, Gervais Gautreau, avec lequel on a créé pendant presque 45 ans, je veux dire, sans arrêt. Et la scénographie de Le Grelet, moi, je me rappelle qu'après avoir terminé ce texte, je le trouvais extrêmement puissant et j'en avais peur. J'avais peur. Je me disais, quand j'ai commencé à l'écrire, pour moi, c'était un conte. Donc, il allait s'adresser à des enfants très petits, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et plus j'écrivais, plus l'âge montait. J'étais rendue 8, 7 ans, 8 ans. Je me disais, mon Dieu, mais... Puis, il y a des longs monologues, il y a la lettre de la mère, il y a des parties, bon, il y a une certaine cruauté, il y a des... Bon, il y a une poésie qui n'est pas facile à comprendre. Et j'avais peur du texte. Et Gervais arrive avec un projet scénographique qui était extrêmement épuré. C'était une toute petite maison faite de branches, des simples branches, et qui tournait. Mais j'ai dit, c'est ridicule. Il n'y a pas un enfant qui va comprendre ce qui se passe dans la pièce. Comme il faut qu'on voit l'école, il faut qu'on voit le chemin de l'école à la maison, le chemin de la maison à la cabane de chasseurs. Il faut qu'on puisse se repérer au moins dans l'espace, parce que déjà se repérer dans le temps est difficile. Et ça, c'est une des constatations que j'ai faites avec le temps, c'est qu'à partir du moment où les enfants se repèrent dans le temps et dans l'espace, pour les plus vieux, là, au moins, à partir de 7-8 ans, parce qu'ils connaissent bien les repères du temps et de l'espace, ils ne sont pas perdus. Et ils sont capables Et après les premiers... Gervais a été très têtu, et jusqu'à la fin, il a gardé ce projet de scénographie où il n'y a jamais rien qui était illustré.
tout était suggéré, soit par des sons, par une musique au loin. C'était, écoute, d'une économie incroyable. Et quand j'ai vu les enfants réagir, et les enfants, je peux te dire quelque chose, ils aiment tellement, justement, qu'on ne leur montre pas tout. J'ai vu une seule production où il y avait le personnage de Pamela qui était représenté par une marionnette dans un coin et on tuait le mystère. C'est pas compliqué. Alors que les enfants, j'allais dans leur classe après les représentations de l'Ogrelais et ils me disaient « Mais pourquoi on n'a pas vu Pamela? On aurait tellement aimé voir Pamela. » Et je leur disais « Vous n'avez pas vu Pamela? » « Non! » Mais je leur disais, vous pouvez la dessiner? Oui! Et tous les enfants me dessinaient Pamela. Et ils l'avaient vue, bien sûr, mais chacun l'avait vue comme il voulait la voir. Et c'est ça. Les enfants ont une subtilité, une compréhension. Donc, oui, je crois qu'on a toujours la tentation d'expliquer un peu, et je le vois souvent. Et je le vois encore souvent dans les spectacles. La tentation non seulement d'indiquer une piste, un chemin, mais de dire qu'il va partir de là et il va se rendre jusque-là. Et il va apprendre ça en chemin. Ça existe encore beaucoup, mais ça fait partie de ce que j'appelle l'autocensure que doit combattre le créateur perpétuellement. Merci Suzanne. Je vois que le temps passe et j'aimerais bien aussi que nos amis qui t'entourent prennent la parole. Donc, si tu permets, on va enchaîner avec cette table à laquelle, évidemment, tu pourras te joindre une fois que chacun aura peut-être dit. Je leur ai proposé un petit 5 minutes chacun pour un peu présenter leur travail depuis leur pratique et leur point de vue. Donc, mais je voudrais d'abord les présenter un à un. Je vais commencer par Marie-Pierre Fleury, qui est donc la directrice générale artistique du Théâtre des Amis de Chiffon. Voilà Marc. Marie-Pierre a été scénographe, notamment, je crois, avec Gervais, hein, c'est ça, oui, Marie-Pierre, tu as travaillé pour la compagnie Suzanne, le Carrousel. Donc, entre autres. voilà, une très belle carrière qui l'a menée, oui, entre autres, une très belle carrière dans la scénographie et la mise en scène, qui l'a menée jusqu'à la direction du Théâtre des Amis de Chiffon. Je vais un petit peu vite, Marie-Pierre, mais je voulais juste dire que j'ai trouvé sur votre site comment vous nommez un peu votre démarche, et je crois que ça fait un petit peu écho à la question que je veux soulever avec cette table. Vous dites « Notre théâtre se distingue par son approche interdisciplinaire de la production théâtrale, jeune public, axée sur la mise en valeur des spécificités de la marionnette et de l'exploitation de nouvelles formes. » Donc peut-être tu reviendras sur cette description-là. Marilyn Renaud, qui est donc une comédienne marionnettiste professionnelle. Elle a fait plusieurs spectacles, Le Bestiaire pour la rubrique, L'Ogre pour la Tortue Noire, Une histoire dont le héros est un chameau et le sujet est la vie, Ulysse et Pénélope pour les Amis de Chiffon, Empire, La Marmite, On se casse les noisettes, etc. pour le Théâtre des Sans Masques. Elle développe en parallèle une carrière d'assistante à la mise en scène pour le Théâtre La Rubrique, pour le cirque Ekasringa, c'est ça, oui. Et elle a aussi tout un travail, elle a été chorégraphe pour des productions indépendantes. Depuis 6 ans, elle travaille pour le festival Regard. Elle est aussi directrice de production pour le théâtre de La Tortue Noire. Elle travaille aussi pour le théâtre CRI comme comédienne, comme assistante à la mise en scène et comme directrice de production. Voilà, elle a vraiment une carrière très ouverte. J'arrive pas à tout résumer. Rien ne lui fait peur à Marilyn. Ensuite, Annick Pedneau. Donc, Annick a bien voulu se joindre au dernier moment à cette table et je l'en remercie sincèrement. Annick est donc enseignante des arts.
Elle est aussi comédienne de théâtre d'été et puis elle enseigne en primaire à Jonquière depuis 20 ans et a elle-même une pratique théâtrale avec les enfants dont elle va peut-être nous parler. Et enfin, Dario Larouche, connu ici au Saguenay aussi, donc qui a un doctorat, enfin pas un doctorat, pardon, un baccalauréat, je voudrais qu'il ait un doctorat, une maîtrise, et qui est donc le directeur du théâtre du Sans Masque depuis 2007. Il a aussi fait plusieurs mises en scène dans la région pour les compagnies Micmac, le Tête Heureuse, le CRI et la Société d'Art Lyrique. Il est aussi le directeur depuis 2016 de l'espace Côté Court et aussi depuis 2010 le directeur général du Festival de musique de création, deux organismes de Jonquière. Enfin, c'est aussi quelqu'un qui intervient à mes côtés à l'UQAC depuis de nombreuses années. Il enseigne plusieurs cours, notamment la dramaturgie du théâtre québécois et la mise en scène aussi. Donc voilà, j'ai fait les présentations. Je vais vous céder la parole. Peut-être qu'on peut y aller dans l'ordre des présentations que j'ai données si ça vous tente. Sinon, ça peut se faire autrement. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole spontanément, un petit 5 minutes là, pour présenter un petit peu ce que vous faites dans ce théâtre jeunesse, comment vous le voyez, vous, depuis votre pratique. Alors, qui veut commencer? Sinon, je cède la parole à Marie-Pierre. Parfait. Ben, ça vous va? Oui. Merci, Marie-Pierre. En fait, les Amis de Chiffon existent depuis presque 50 ans. Et c'est une compagnie qui travaille beaucoup au niveau régional, mais aussi qui a une portée provinciale. Puis, elle a deux volets, la création, mais aussi le travail dans les écoles. Puis, moi, avec mes collègues, présentement, on est comme la 3e génération de travailleurs permanents. Mais ce que tu n'as pas dit, Jean-Paul, c'est que j'ai un bac en enseignement des arts plastiques et des arts dramatiques et j'ai travaillé beaucoup et à tous les niveaux d'âge. Puis, je le mentionne parce que depuis 1974, les débuts, c'est ça qui se passe aux Amis de Chiffon, c'est que la création aura toujours les premières vues et les premiers objectifs, mais les travailleurs qui sont passés ont souvent eu des acquis pédagogiques et ont toujours eu une intention de prendre l'enfant là où il est et de l'amener vers des univers, vers un imaginaire plus ouvert. Et donc, on a toujours travaillé en regard de son développement, mais pas de manière moralisatrice ou qu'on pourrait considérer comme biaisée et pour amener l'enfant à penser ce que nous, on veut qu'il pense. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de nouvelles technologies. Les Amis de Chiffon, moi, en tout cas, depuis que j'y suis, je trouvais qu'on était à contre-courant des nouvelles technologies Oui, on a évolué parce que l'enfant évolue, mais l'enfant et l'enfance resteront toujours l'enfance. On utilise les nouvelles technologies pour servir le spectacle, mais on ne présentera jamais de spectacle en numérique parce que pour nous, c'est pas... il y a trop une déconnexion entre le vivant et le contact réel. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. Parfait. Il y a aussi le fait que c'est la spécificité de la marionnette et que dans le développement de l'enfant, c'est inné de donner la vie à un objet. Et l'outil marionnette est fabuleux pour tout ce qui est... l'enfant s'y identifie, mais il est capable aussi de se distancer de la marionnette pour avoir un meilleur regard sur lui-même. Donc, c'est un outil extraordinaire d'évocation. Je pourrais parler d'enjeux
plus terre à terre tout à l'heure quand je serais prête à vous passer le flambeau si ça vous intéresse. Parce que là, je passerai à d'autres choses qui clashent un petit peu plus. Puis est-ce que ça... Oui. Oui, ça vous va? Comme tu Retardons veux. le clash. Hein? T'aimes ça quand ça clash? Retardons le clash. Bien, j'enchaînerais. Donc, Vas-y, à Marie-Pierre, Jean-Paul, tu l'as nommé, là, je cumule plusieurs métiers. Oups, pardon. Je cumule plusieurs métiers et je vais d'abord aborder le théâtre jeunesse par le métier de comédienne marionnettiste parce que c'est beaucoup comme ça que je l'ai visité. Mon expérience est plus consistante dans le théâtre jeunesse comme comédienne marionnettiste. D'emblée, quand on me propose un contrat en théâtre jeunesse, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que j'accepte. Je me dis, je vais faire du théâtre pour enfants parce que, d'abord, j'ai l'impression que ça vient toucher à l'enfant qui est très présent à l'intérieur de moi. Mon enfant s'exprime beaucoup dans le théâtre jeunesse et j'aime ça. Puis aussi parce que je vais jouer. Parce qu'on l'a dit, faire du théâtre, c'est jouer. J'ai aussi beaucoup de plaisir à regarder les enfants jouer comme comédienne parce que je me dis, voilà, ils ont compris. C'est ça notre métier, c'est d'atteindre ce niveau de vérité-là, de jeu que l'enfant atteint. Puis, je mets aussi, j'ai l'impression quand je fais du théâtre jeunesse, c'est de mettre ma créativité au service d'un monde extraordinaire, un monde émerveillant. D'ailleurs, j'adore aller voir des spectacles pour enfants. Je me sens très, très captée, puis j'ai l'impression d'être à la bonne place. Quand même, en réfléchissant à venir parler ici, je me suis demandé, puis j'ai discuté avec des collègues aussi qui font du théâtre jeunesse, qu'est-ce qui différencie mon travail quand je fais du théâtre jeunesse de théâtre normal, si je peux dire. Puis, Normal. du théâtre pour tous, mettons. Puis j'ai l'impression que c'est le même travail, qu'il y a beaucoup de choses qui est pareil, finalement. Puis en même temps, il y a vraiment beaucoup de différences. Alors, ça va être un peu frustrant. Je vais poser beaucoup de questions. J'apporterai très peu de réponses, mais j'ai l'impression que je pourrais avoir de grandes discussions avec Suzanne et elle aurait sûrement des réponses à m'apporter. J'ai l'impression d'ailleurs des questions. Aussi. Beaucoup plus de questions que de réponses. Certainement, une chose qui est certaine, c'est que c'est avec le même sérieux qu'on aborde le travail jeunesse qu'avec le théâtre en général. C'est pas plus facile. Puis au contraire, on se dit pas, bon, tu sais, on n'a pas besoin de se forcer les enfants, de toute façon. Au contraire, on sait qu'on va affronter le spectateur le plus franc en théâtre jeunesse. Mm-hmm. Il est tellement vrai. J'ai un magnifique exemple que je garde, un de mes plus beaux souvenirs de théâtre jeunesse. C'est dans une histoire dont le héros est un chameau et dont le sujet est la vie. Au Théâtre Les Amis de Chiffon, une mise en scène de Marthe Adam, je faisais un personnage qui s'appelait le Mirage, donc costumé tout de lycra vêtu. J'entrais sur un tricycle avec... j'avais devant mon tricycle une acétate sur laquelle on projetait une ombre de chameau. Donc, je faisais une chorégraphie sur le tricycle tout en dansant, rien de compliqué. Et j'entrais sur scène avec une petite musique et à un moment, j'entre sur scène, donc voilà, je fais mes Mais tu n'avais pas un bonnet en plus. Oui, j'avais un casque de bain aussi de lycra, voilà, pour dire. Le casque de bain. Et un petit garçon s'est exprimé, c'était silence dans la salle et on a entendu de manière très franche un gros « arc ». Et c'est un de mes plus beaux souvenirs de théâtre jeunesse parce que je me suis dit, c'était tellement senti, c'était tellement vrai. J'en garde un souvenir extraordinaire. Puis la vérité, pour moi, c'est un mot extrêmement important. Il faut trouver notre vérité au théâtre jeunesse, même dans la caricature, même lorsqu'on va vers l'humour. Parce que sinon, ça va sonner faux et l'enfant va vraiment le voir quand c'est faux. Il est vrai dans ses émotions, puis il faut être vrai dans ce qu'on fait aussi. Et
Et puis, en réfléchissant, en venant parler ici, bien, j'ai pas pu m'empêcher de mettre mes autres chapeaux parce que même si je mets plein de chapeaux, tout ça, c'est à l'intérieur de moi. L'assistante à la mise en scène, la créatrice, la directrice de production est toujours un peu présente. Est-ce qu'on doit faire rire? Absolument. C'est une question que je me suis posée. Je pense sincèrement que non, on ne doit pas faire rire, mais que c'est un piège, qu'on a tendance à vouloir aller là. Même comme interprète, on a tendance à vouloir aimer les faire rire dans la salle. C'est un danger. C'est dangereux aussi de vouloir leur faire la morale. On dit souvent on veut pas prendre les enfants pour des cons. Là, on pourrait partir pendant des heures et essayer de se demander qu'est-ce que ça veut dire, pas prendre les enfants pour des cons, parce qu'on se dit tout ça, mais est-ce qu'on l'atteint vraiment? J'ai l'impression que faire du théâtre jeunesse, c'est une gang d'adultes qui essayent de faire exprimer leur cœur d'enfant tout en répondant à des subventionneurs, convaincre des diffuseurs, convaincre des profs aussi de venir au théâtre, alors qu'on se demande qu'est-ce qui va plaire aux enfants pour finalement se dire, bien, voici ce que je pense qui va plaire aux enfants, mais au final, qui sommes-nous pour... Je trouve que c'est extrêmement complexe. C'était exactement mon point clash, c'est qu'on travaille pour s'adresser à un public spécifique, mais il y a une passoire parce que ce sont les adultes, qui parents, éducateurs, enfants, parents, enseignants, diffuseurs, qui prennent la décision et qui ne voient pas nécessairement ce que l'enfant aurait vu, lui, du spectacle. Pour moi, cette passoire-là, elle est difficile. Et on travaille très fort pour être vu de notre public. Oui. Ils sont captifs autant en dedans qu'en dehors. Puis j'ai d'autres questions aussi. Marie-Pierre? Oui. Oui. Non, c'est parce que le temps passe, Marilyn, et je voulais justement profiter de son clash de Marie-Pierre pour écouter la réaction de Annick, qui est quand même une enseignante. Mais oui, est-ce que Annick, tu as l'impression d'être une passoire? Ben oui, un peu quand même. Je te provoque un peu. Puis même moi, en tant qu'enseignante en art versus tous les autres enseignants qui n'ont pas de connaissances en art, souvent, il n'y a même pas une personne qui étudie en art qui décide pour les enfants qu'est-ce qu'ils vont voir. Alors, il faut que je me batte aussi. Je me considère comme une ambassadrice. Donc, il faut que moi-même, j'aille me battre pour leur dire c'est pas grave si le sujet est percutant. C'est le bon moment, justement, pour vous, en tant qu'enseignant, d'aborder ce sujet-là. T'sais. Alors, il faut que moi aussi, je me batte pour aller au théâtre, premièrement aussi, les fonds, les subventions, et aller voir le bon spectacle aussi. C'est vrai qu'il faut se battre. Même en tant qu'enseignante, il faut que je me batte avec les autres enseignantes pour qu'ils aient droit à voir du théâtre et à faire du théâtre. Puis c'est complexe aussi. Est-ce que du coup, Annick... Les enseignants ont tellement d'ouvrages qu'ils voient la sortie culturelle comme un surplus de tâches. Puis ils voient ça comme compliqué aussi. En région, là, des fois, les autobus, juste les autobus, c'est concret puis c'est plate de l'amener, là, mais ça contraint certaines sorties. Mais partout, il y a les autobus. Ben oui, mais en plus, nous, on a un temps de kilométrage de plus à faire. Fait que ça, c'est lourd pour les enseignants. Oui. Puis c'est les enfants qui écoutent. Alors, Annick, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la manière dont toi, tu abordes le théâtre avec tes enfants dans tes classes? Parfait. Bonjour. Alors, je tiens à vous dire que je me sens privilégiée d'être avec vous ce matin. Et c'est aussi avec toute humilité et avec mon vécu et mon expérience d'enseignante que je vais vous partager. Premièrement, je vais vous parler de l'élève en tant qu'acteur, l'enfant en tant qu'acteur, puis après ça, je vais faire le côté plus spectateur. Bien, premièrement, c'est sûr que je suis très, très heureuse de faire le métier que je fais. Je vois environ 600 élèves par année. J'enseigne de la première année à la 6e année.
Puis je passe à travers tout le programme, là, le jeu clownesque, la marionnette, l'improvisation, les techniques de jeu. Puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est que l'enfant vive des réussites. Puis en art dramatique, bien, la majorité en vive. Autant l'élève qui est gêné que lui, ça va être ça son défi. Au pire, il va me le présenter tout seul avec un groupe d'amis. Ou l'élève, au contraire, que lui, il veut le follow spot, il veut, bien là, il a son moment, lui aussi. Fait que je pense que tous les enfants, ils trouvent... puis ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans tout ce que je fais. Ensuite, bien, dans le fond, c'est très dynamique, hein? C'est un lieu d'action et d'échange où il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de confiance et de respect entre l'élève et moi-même. Et surtout, ça les aide à s'ouvrir au travail créateur, à exprimer leurs idées, échanger des points de vue, s'engager dans un projet et surtout persévérer. Parce que la première chose que tu fais faire aux élèves, c'est après 2 minutes, on est prêt. C'est de la première à la 6e année. Mais de renvoyer la création, de retourner puis d'aller peaufiner le tout. Là, c'est surtout ça qu'il faut qu'on fait. Maintenant, l'enfant en tant que spectateur, bien, moi, je crois que le contact avec les œuvres théâtrales variées permet à l'élève de développer sa conscience artistique, raffiner sa sensibilité. Puis il doit aller dans des lieux comme à la rubrique ou en tout cas, tous les lieux d'ici au Saguenay, aussi au théâtre, parce que c'est un art vivant, puis il est important que l'élève voit ailleurs, voit c'est quoi un théâtre, voit c'est quoi s'asseoir, les lumières fermes, être en silence, applaudir. C'est important qu'ils vivent ça. Est-ce que les élèves lisent du théâtre? À l'école, bien, au primaire, non. Bien, le seul théâtre qu'ils lisent, c'est ce que moi, je leur donne. Puis c'est souvent des extraits. Parce que dans un contexte d'1 heure par cycle de 9 jours, c'est sûr que... Le contexte réel de ma pratique, c'est 1 heure par cycle de 9 jours. On lit des extraits. C'est sûr qu'en 5e, 6e année, on voit plus là, tous les genres théâtrales, puis on voit des pièces. Mais je suis vraiment contente de la venue de ce programme-là qui va arriver à l'université. J'espère qu'on va être en étroite collaboration parce que j'ai 600 beaux élèves de public pour assister à votre programme. Alors, j'espère voir. Fait que... Bien, je dirais juste un contact permet à l'enfant de voir l'intensité et l'immensité d'une exploration artistique en allant ailleurs que dans sa classe. C'est ça. Merci, Annick. Merci, Annick. On va écouter Dario, puis après, on pourra faire un échange entre nous, là, entre vous. Peut-être qu'il y aura des questions de la part du public, mais en fait, je sais pas écoutons trop, d'abord Dario. Je ne sais pas trop de quel bout commencer. Quand j'ai repris la direction du Théâtre sans masque en 2007, ben, d'emblée, je me suis ramassé aussi à reprendre la direction du volet formation de la compagnie. Le Théâtre sans masque, on fait de la production professionnelle, mais pas jeune public. On fait production grand public. Et le volet formation, lui, est jeune public. L'avantage qu'on a au Théâtre sans masque, c'est que le Théâtre sans masque n'est à peu près pas subventionné. Et le volet formation est en soi autogéré, fait que je n'ai pas à répondre à aucune demande de subventionnaire, à aucun programme du ministère. Fait que nous, que vous parliez tout à l'heure dans votre communication, nous parle très bien. Nous, quand on travaille avec les enfants, c'est les enfants qui sont les créateurs et nous, les artistes qui travaillent avec les enfants, à chaque fois, ben, ils ont une entière liberté et ils travaillent avec les enfants comme ils travailleraient avec les autres groupes quand on fait de la production professionnelle. Donc, ça nous permet de faire différents types de créations et on prend les enfants, en fait, on travaille avec eux de la même façon qu'on travaille avec nos artistes ou à peu près. On travaille avec le répertoire, on travaille avec le grand répertoire avec des très jeunes enfants. Par exemple, cet été, on vient de sortir de nos camps de théâtre intensifs où on avait des groupes de 5-6 ans qui parlaient à leurs parents quand ils arrivaient chez eux le soir de Shakespeare, parce qu'ils travaillaient sur Shakespeare et qu'ils revisitaient Shakespeare selon leur propre compréhension et selon ce que les formateurs leur faisaient faire. Donc, nous, on travaille avec une entière liberté avec les enfants comme créateurs pour qu'ils arrivent en représentation et qu'ils en retirent tous les bienfaits du théâtre sans que ce soit notre objectif, parce que nous, notre seul objectif avec les enfants, bon, c'est peut-être terrible de dire ça de même comme ça
le lancer comme ça, mais on ne se donne aucun objectif sinon faire de l'art et du théâtre avec eux. Et dans le plaisir, et de découvrir comment tout ça fonctionne, mais sans justement se casser la tête avec des acquisitions de connaissances qu'ils doivent avoir. Parce qu'en plus, c'est l'été. Bien, nous, on en fait à l'année. Ah, en fait, nous, le Théâtre sans masque se trouve à faire de la formation du mois d'août aller jusqu'au mois de juillet constamment. Ce que je trouve quand même Mais t'es étonnant, chanceux de... c'est le titre, la formation, le programme de formation. Oui. Je me suis posé la question, c'est en fait, pour qui? Pour ceux qui le donnent ou pour ceux qui y assistent? En fait, on parle de programme de formation, mais c'est volet théâtre-jeunesse. Parce que de formation... L'enfant va retirer du théâtre ce qu'il veut bien. Il n'y a pas d'objectif de formation. C'est quand même étonnant, tu vois. Comme c'est le volet théâtre-jeunesse, on l'appelle un programme de formation. Ouais. C'est ça, la déformation. Elle est partout. Oui. C'est sûr que moi, j'ai 3 compétences: inventer, interpréter, apprécier. Bien, moi, ils le font, sauf que je n'ai pas besoin de le dire et je n'ai pas besoin de le justifier. Ils le font d'instinct puis ils le font d'emblée, de toute façon. Bref, nous, on fait des ateliers réguliers tout au long de l'année. On fait des camps de théâtre intensifs l'été. Depuis cette année, on est en lien avec l'hôpital Sainte-Justine aussi. On a comme mis un pied dans le théâtre-thérapie, où on fait de la réinsertion de la réinsertion sociale de jeunes avec des troubles en santé mentale par le biais du théâtre. Ça a l'air très pointu et très barbant comme principe, mais nous, on est engagés pour faire du théâtre avec les jeunes, comme on fait à l'année, avec une entière liberté, sauf qu'avec nous, on a un intervenant en pédopsychiatrie qui est là pour si un jeune... avec vous, pour discuter. Bien, ils sont participants aussi. En fait, ils participent aussi avec les jeunes pour être au même niveau qu'eux, de participer dans le même projet. Puis ensuite, si le jeune manifeste un besoin particulier, bien, l'intervenant est là, mais sinon, on est là pour faire du théâtre. Point. Et ça marche. On a fait notre première session... cet hiver, et c'est un projet qui est fort, fort, fort intéressant. Ça, c'est le Parti sans masque. Là, je fais un petit bond, parce que comme vous voyez, on a quand même, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean principalement, on a quand même beaucoup de pratiques en théâtre. On a les professeurs, oui, dans les écoles secondaires, cégep, on a les amis de chiffon, les artistes qui travaillent autour et tous les gens qui font des projets jeunesse. Puis on s'est dit, suite à une table de compétences sur la formation en 2015, si je ne m'abuse. Il y a eu quelques journées de réflexion sur l'état du théâtre jeunesse ici dans la région et les besoins manifestés. Comme par exemple des besoins manifestes, les gens qui sont avec nous, qui font les ateliers avec les jeunes, bien, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de formation non plus, ils sont là comme artistes, point. Fait qu'on se demandait si ça vaudrait le coup de les spécialiser ou de les former en tant que formateurs, justement. Là, je reviens au formateur et j'ai plus de son. Donc, voilà, je me suis perdu. On se posait plein de questions sur l'état du théâtre jeunesse. Fait qu'on s'est dit qu'on allait mettre en place un espace de réflexion sur la pratique théâtrale jeunesse à l'UQAC. Et en 2018-19, Jean-Paul, Sophie Toris et moi, on a conçu le nouveau programme de second cycle en pratique théâtrale jeunesse. J'espère avoir dit le bon titre parce qu'il y a quand même... le titre a évolué beaucoup, où c'est vraiment de permettre justement un lieu de réflexion réunissant et des artistes qui font du théâtre jeunesse, adultes qui jouent pour des enfants, tout aussi bien que des gens comme, par exemple, les gens du Théâtre sans masque qui ont fait du théâtre avec les enfants, pour les enfants, ou des gens comme, justement, l'équipe en pédopsychiatrie, par exemple, du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sont en lien avec Sainte-Justine, qui, eux, ont mis en place un programme de théâtre spécifiquement pour faire de la réinsertion sociale, mais que c'est une vraie pratique artistique aussi, de pouvoir permettre d'avoir des lieux qui rassemblent des gens de différents horizons, de différentes pratiques pour justement penser théâtre jeunesse. Ce programme est un programme court de deuxième cycle, donc ce n'est pas nécessairement un programme d'acquisition de connaissances. C'est des gens qui sont là pour réfléchir ensemble en commun et mettre en pratique différentes réflexions, mettre en place différents questionnements par le biais de séminaires ou d'artistes invités qui viennent agrémenter les discussions et tout. En gros, c'est un programme qui a été mis en place, qui a été ouvert
là, mais théoriquement, on devrait avoir une première cohorte, on se croise les doigts, en 2022. Un programme qui s'étale sur 1 an en 4 cours, qui passe de un séminaire d'introduction pour voir les différentes pratiques théâtrales dans l'histoire et au Québec et dans le monde, voir l'état de la pratique actuelle aujourd'hui. Ensuite, ça débouche sur développement d'écriture jeunesse, écriture scénique et ensuite création, production. Donc, c'est un programme quand même intensif pour des gens qui ont déjà une pratique à la base et tous les cours, le contenu des cours sera mis en place en fonction des différents projets des participants au programme. Est-ce que j'ai bien parlé, Jean-Paul, du coup? Oups, je l'ai gelé. Plutôt pas mal. Merci, Dario. Alors, il nous reste un gros 10 minutes et Dario soulève la question de la formation que vous avez tous un petit peu nommée quand même. Et est-ce que j'aime bien commencer par Marilyn parce que évidemment, en tant qu'actrice, Marilyn, est-ce que tu as le sentiment que le théâtre jeunesse, c'est aborder une technique particulière, un savoir particulier? Est-ce que tu as l'impression qu'il faut être formé au théâtre jeunesse? C'est une grosse question. N'étant pas technicienne dans mon métier, hein, j'ai fait le bac interdisciplinaire en arts, puis en théâtre. Le pari du bac interdisciplinaire en arts, c'est pas de former des techniciens, c'est de former des artistes interdisciplinaires. On se développe beaucoup par la pratique. J'ai l'impression d'avoir appris mon métier dans la pratique, donc un work in progress que je continue sans cesse. Le théâtre jeunesse que moi j'ai abordé, c'est un théâtre de marionnettes, beaucoup. Et donc, ben, la technique de la marionnette, c'est quelque chose qui s'apprend, que j'ai appris par certaines formations et que j'ai appris en jouant dans le théâtre jeunesse. Ben, on dirait qu'après avoir entendu Suzanne, puis là, Dario qui parle d'un théâtre jeunesse, je me demande si c'est pas les jeunes qui peuvent nous enseigner le théâtre jeunesse. Je me demande, est-ce que... Moi, ils m'ont appris beaucoup de choses. Ben oui, ils m'ont vraiment tout appris. J'ai comme le goût de prendre la question puis de la lancer à Suzanne et de poser la question. Est-ce que, bon, comme Oui. auteur, donc, tu as travaillé beaucoup avec les enfants. C'était d'un texte à l'autre. Oui, je travaillais toujours avec les enfants. Est-ce qu'à la création aussi, tu as travaillé avec les enfants? J'ai fait toutes les expériences possibles et impossibles avec les enfants. J'ai écrit des textes carrément avec les enfants. Je suis allée en Corse avec eux. Je me rappelle d'une expérience très précise où je devais écrire un texte pour eux qu'ils allaient jouer. Et je devais l'écrire à partir des personnages qu'ils devaient choisir. Et ils m'arrivent tous avec des personnages fantaisistes qui venaient de la télé, des bandes dessinées, tout. J'étais tellement désespérée, j'ai dit non, je n'écrirai pas un texte avec ça. Là, j'ai cherché un moyen, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ces enfants-là? Qu'est-ce que je fais? Là, un samedi matin, c'était en Corse, évidemment, donc il y avait de l'école le samedi matin. J'ai dit, venez-vous-en, on s'en va sur la place du marché avec un cahier et un crayon. Et là, on se pose des questions. On se posait des questions. Il se posait des questions sur les gens qu'il voyait. Pourquoi le vieux monsieur se promène avec 6 pains? Pourquoi la dame qui est au café est en train d'écrire et pourquoi elle pleure tout à coup? Ça fait 1 heure qu'elle est au café, qu'elle écrit. Ils se trouvaient, là, ils se sont rendus compte à quel point les humains étaient plus intéressants que tous les personnages qu'ils avaient vus. Et ils ont commencé à créer à partir de ça. Je travaillais avec les enfants à partir de rien. Quand je suis allée les voir pour le Grelet, j'avais une seule question en tête, c'est moi, je suis une adulte, je fais des choses que je ne veux pas faire, il y a des choses que je veux faire et que je ne fais pas, le bien et le mal, les pulsions qui sont en nous, ces pulsions-là qui nous habitent, comment vivre avec? Puis là, je me disais, bon, évidemment, j'ai suivi des cours de philosophie, de psychologie, mais les enfants, non. Comment ils font? Et c'est eux qui m'apprenaient comment ils vivaient avec ça, comment
quelles questions ils se posaient. Et je me suis rendu compte, on a commencé par travailler sur les extrêmes, le blanc et le noir. Je leur disais, je vais vous donner un nom, un mot, et vous allez me dire son contraire, tout le temps. Et on arrivait tranquillement aux questions existentielles. Et là, je commence, avec les 6e années, là, les plus vieux, les 12 ans, à lire un conte qui s'appelait « Mon père a tué ma sœur » sur l'euthanasie. C'était l'histoire de Robert Latimer, qui avait tué sa fille d'une dizaine d'années à peu près. Mais je commence à lire ça, mais je ne l'avais pas fini, le conte. Je n'étais pas capable de ça. Je ne voulais pas aller vérifier comment il l'avait tué, sa fille. Et je n'étais pas capable de dire, je dois le terminer sans savoir. Les enfants m'ont dit, « Oh! Finis-le, finis-le, finis-le! » Et je leur dis, moi, ce qui m'intéressait, c'était la question. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Puis là, ils commencent à discuter, mais c'est fabuleux. Les enfants ils sont tellement intelligents. Et ils m'ont appris à poser les questions, à poser toujours les questions. Oui, les enfants, c'est la meilleure école. Je pense que ce qui est très important, effectivement, toutes les écoles de théâtre sont fabuleuses parce qu'elles nous donnent des fondamentaux. Elles nous permettent de comprendre la réalité de notre métier, ses frontières, puis aussi de définir ce qu'on veut faire. C'est ça qui est important. Mais après, c'est une recherche perpétuelle. Et moi, cette recherche-là, je pense que chaque créateur doit définir sa méthode. Mais moi, ma méthode, ça a été de toujours aller consulter les enfants. Et ce qui est très drôle, c'est qu'un jour, c'était un chant équestre, et puis il y a une femme qui s'approche de moi, puis qui commence à me parler. Elle me dit, « Est-ce que vous venez de Saint-Lambert? » J'ai dit, « Oui, je viens de Saint-Lambert. » Elle me dit, « Est-ce que vous avez gardé des petites filles? » J'ai dit, « Non, je n'ai jamais gardé de petites filles. Ma fille s'est fait garder à la maison avec ses cousines, mais je n'ai jamais. » Elle me dit, elle part. Et elle revient beaucoup plus tard. Elle me dit, « Est-ce que vous avez travaillé à l'École des Saints-Anges? » J'ai dit, « Oui, bien sûr. J'avais travaillé tout le texte des Petits Pouvoirs. J'avais travaillé une année complète avec les enfants. » Elle me dit, « Je n'ai aucun souvenir de l'école élémentaire, mais elle dit, je me rappelle de vous parce que vous nous avez dit, je viens vous consulter. » Elle était en 5e, 6e année, je ne me rappelle pas exactement. Elle me dit, je viens vous consulter. Elle dit, jamais personne ne m'a fait ça. Et je pense que... Et ça vient aussi de Philippe Mérieux. Il est tellement brillant, ce pédagogue. Il dit, jamais il faut donner aux enfants tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Non. Par contre, il faut toujours que l'enfant sache qu'il a été entendu. Et ça, c'est tellement important. Et moi, j'allais écouter les enfants. Je les écoutais parler. Je les écoutais discuter sur des sujets. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup des enfants et j'ai appris beaucoup aussi des réactions des enfants au spectacle. C'est incroyable. Juste aller s'asseoir dans une salle. Mais ça, il y a un autre exercice que j'ai fait toute ma vie. Quand j'allais voir des spectacles pour adultes, de danse, de musique, de n'importe quoi, tout le temps, je me posais la question, est-ce que je l'aurais offert aux enfants? Oui ou non? Pour des enfants de quel âge? Je me posais tout le temps. J'ai amené mes 2 petites filles voir un spectacle qui s'appelait Vertige, qui était sur les femmes russes. Pendant la période de Staline, toutes des femmes russes qui avaient été mises dans des camps de concentration. Le spectacle durait presque 2 heures. Et mes 2 petites filles avaient 10 ans et 11 ans et demi, je pense, à peu près, quelque chose comme ça. Et à 11 ans et demi, Adèle a absolument tout écouté du début à la fin, et je les ai amenées parce que les femmes en prison ne parlaient que d'une chose. Ils n'avaient qu'une seule préoccupation, c'était leurs enfants. Et là, je me suis dit, mais où sont-ils, les enfants, dans notre théâtre? Où sont-ils dans notre imaginaire? Ils n'existent pas. C'est pour ça qu'on ne peut jamais les amener au théâtre pour adultes. Il n'y a pas d'enfants. Si c'est des enfants, c'est des caricatures. C'est Victor ou les enfants au pouvoir. C'est des personnages. Il n'y a pas d'enfants. Ils n'existent pas. Mais à chaque fois, je me pose cette question-là. Est-ce que j'amènerais des enfants? Puis il y a beaucoup de fois où je me dis, oui, j'amènerais des enfants et je les amène. Et je pense à ma fille. Ma fille a 8 ans. On s'est fini, hein?
Ma Oui, fille, à 8 c'est un ans, peu... était Le temps est une vraiment passé. folle de Roméo et Juliette. On l'a amenée voir le Nada Théâtre, Roméo et Juliette. Elle était furieuse, mais absolument furieuse, parce qu'il ne meurt jamais. Il ressuscite tout le temps et il cherche une nouvelle façon de mourir. Elle dit, mais c'est pas la pièce! Mais elle avait 8 ans, puis effectivement, ils sont sensibles à... C'est parce qu'il faut accepter de répondre après. Exactement. C'est ça que Oui, les gens bien ont peur. sûr. Parce qu'il Exactement. y a une Oui, conséquence. absolument. Après, il va falloir que Oui. tu parles de des sujets, il Oui, va falloir que tu bien sûr. affrontes les questions. C'est souvent ça qui fait peur, à mon avis. C'est fini, c'est pas vrai. Moi, j'aurais tellement aimé reprendre ce que disait Marie-Pierre sur toute cette présence des adultes. Oh! C'est ce que j'appelle l'autorité démultipliée. Parce que si l'auteur est seul devant l'adulte, est un adulte devant l'enfant, imaginez tous les adultes qu'il y a entre le créateur et l'enfant. Ben oui. Puis on n'a pas parlé de la relève. On n'a pas parlé de la relève. Oh, Puis l'arrière du décor. On a plein de choses à se dire. C'est un rendez-vous. Alors, écoutez, c'est pour ça que c'est un premier rendez-vous et vraiment on engage à poursuivre cette discussion plus tard dans l'année. On ne fait qu'ouvrir une belle porte. J'espère que celle qu'on a ouverte à l'UQAC va nous donner les moyens de vous convoquer de nouveau. Je voudrais vous remercier sincèrement. C'était passionnant de vous écouter les uns et les autres. Trop court, je suis tout à fait d'accord, mais quand même, vous avez dit des choses très, très importantes, très intéressantes. Je vous en remercie vivement. Je remercie sincèrement aussi les organisateurs de nous avoir donné cette place. Voilà, donc je vous souhaite une belle continuation dans ce festival important, dans vos pratiques les uns et les autres. Et à très bientôt donc. Merci beaucoup, beaucoup. merci. 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 Merci.